Bonjour, bonjour, bienvenue au comptoir qualité du CK. Aujourd'hui, avec l'Observatoire régional des urgences de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons, dans le cadre de la semaine sécurité, un webinaire sur le décryptage des critères du manuel de certification SAMU-SMUR et services d'accueil des urgences. Alors, c'est une action qui est financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme de travail du CK. Et donc, nous aurons deux présentateurs, François Cantalou qui intervient pour le CK. Nous nous excusons, on a eu des problèmes techniques, c'est pour ça que nous avons eu un petit flottement pour le lancement de caméra pour François. Et nous serons également avec Laurent Maillard qui va nous rejoindre, donc de l'ORU Nouvelle-Aquitaine. Dans ce webinaire, tout ce webinaire donc, sera également disponible à l'issue de cette réunion sur le site du CK en replay avec les supports. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera transmis. Je vous informe également que ce webinaire s'inscrit dans tout un programme de webinaires que nous proposons de décryptage du manuel. Et en effet, tous les replays passés sont sur les ressources du CK. Celui qui a été réalisé mardi pour la maternité a été mis hier dans nos ressources. De façon plus générale, vous pouvez aussi disposer sur le site du CK de documentation des petits livrets, les essentiels de la qualité, les essentiels de la qualité pour les RU, les docto-mémos, qui sont des petits fascicules pocket qui sensibilisent sur certains points du manuel et d'attendus. Donc tout ça aussi, vous pouvez le retrouver sur les actualités et les ressources du CK. Donc François, on est désolé de ne pas pouvoir te voir, mais je te laisse la parole pour nous présenter les attendus de ce manuel, de cette 6e itération concernant les SAMU-SMUR et urgences. Je te laisse la parole. François? Pardon, j'ai aussi des problèmes de micro. Ah, bon, Donc, je recommence, pardonnez-moi. Donc, bonjour à tout le monde hein, et désolé pour ces soucis techniques. Ma partie sera assez technique et concernera la démarche de certification et les attendus de la Haute Autorité de Santé en ce qui concerne les SAMU, les SMUR et les services d'urgence. Donc, nous sommes bien dans la certification, le 6e cycle. Le contexte global de vos services est assez complexe avec des problématiques d'effectifs, notamment en lien avec des pénuries médicales, des moyens, des locaux qui sont parfois plus très au goût du jour et adaptés surtout à votre activité qui est en croissance continuelle et qui donc peuvent vous amener à être régulièrement en difficulté. Le contexte aussi, c'est une offre de soins qui est en train d'évoluer, une raréfaction donc des compétences médicales externes aux structures de soins, mais internes aussi. Il va falloir intégrer aussi les notions de parcours de soins et de filières d'admission. Et aussi que nous avons un contexte où on renforce les exigences du fait de l'augmentation des procédures juridiques à l'encontre de vos services, mais aussi car c'est une exigence populationnelle, en attendu, donc de nos populations. Nous sommes concernés donc sur les 3 domaines d'activité, donc que sont le centre de régulation, le centre des appels en lien ou non avec les forces de pompiers. Il concerne aussi donc tout ce qui concerne le SMUR, que ce soit le matériel embarqué, mais aussi vos lieux de stockage et tout ce qui concerne vos moyens de communication, et la totalité des services d'accueil d'urgence, dont on parlera un petit peu plus tard. Tous ces éléments-là, vous les retrouverez dans une fiche pédagogique qui a été créée par l'Haute Autorité de Santé sur le site de la Haute Autorité de Santé et qui va reprendre l'essentiel des éléments que je vais décliner à la suite. Quels sont les attendus? Donc, les attendus dans le référentiel de certification V2025 en ce qui concerne le SAMU, concerne le critère 2.3.1.
Donc, il est attendu que les SAMU mettent en place des protocoles et respectent les protocoles qui auront été rédigés, afin donc de réaliser l'exercice de régulation. Vous aurez aussi des obligations de formation d'équipe. La formation d'équipe, c'est l'ensemble de l'équipe qui doit être formée à l'accueil, à l'écoute et à l'orientation des appels. Des obligations concernant la traçabilité des communications sur le dossier de régulation médicale. Vous aurez aussi des obligations d'identification de vos patients remarquables et vous devrez définir les modalités d'identification et de traitement de ces patients remarquables. L'argumentation de l'orientation du patient, qu'elle soit en filière, selon les préférences du patient et selon vos possibilités, doit également être tracée dans vos dossiers de régulation. Et enfin, vous devez avoir au niveau de votre SAMU des analyses de pratique et de pertinence des décisions, notamment par l'écoute de bande. Et là, attention, on demande à ce qu'il y ait des écoutes de bande, non pas que sur les dossiers qui posent problème ou qui ont été sujets à litige, mais sur des dossiers, sur des bandes qui ont été saisis de façon aléatoire. Et ces exercices d'analyse de pratique et de pertinence doivent être faits en routine tout au long de l'année. En ce qui concerne les SMUR, le critère correspondant dans le référentiel, c'est le critère 232. Vous avez une obligation d'assurer la traçabilité de la composition de l'équipe SMUR, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit papier. L'idée, c'est de pouvoir retrouver les équipages concernés par telle ou telle prise en charge. Seront observés la complétude de vos dossiers médicaux, préhospitaliers, l'ensemble des éléments, mais aussi de l'ensemble des prescriptions, avec la temporalité qui est celle des SMUR, mais on doit pouvoir retrouver l'ensemble des prescriptions dans le dossier préhospitalier de vos SMUR. Des analyses régulières de dossiers par l'équipe SMUR avec des actions d'amélioration. Donc, pareil, de façon aléatoire, pas que sur les dossiers qui ont posé problème. Vous devez analyser des dossiers pour vous assurer que la prise en charge correspond et respecte les recommandations de bonne pratique. Et enfin, vous devez mettre en place des actions d'amélioration suite à l'analyse d'indicateurs. C'est-à-dire que vous aurez des indicateurs à trouver, à mettre en place, les suivre, ce sont des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, et mettre en place des plans d'action d'amélioration avec la détermination de pilotes et d'échéances afin d'améliorer vos pratiques. En ce qui concerne les services d'accueil d'urgence, donc on retrouve le critère, tout ça retrouvé dans le critère 2.3-03. Donc vous devez avoir défini l'organisation d'un tri à l'accueil avec du personnel formé, donc personnel IOA ou MOA. L'ensemble du personnel qui fait l'accueil doit être formé au tri. Vous devez avoir des échelles de tri validées, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient papier. Et on doit retrouver pour chaque patient donc l'utilisation de ces échelles de tri. La communication des délais d'attente aux patients en temps réel, et non pas sur un bout de papier que l'on met en disant aujourd'hui c'est 3 heures d'attente. C'est donc en lien avec vos logiciels et il doit permettre aux patients, c'est une obligation qui a été reconduite depuis la précédente itération, donc on doit avoir en temps réel une estimation du délai d'attente pour les patients en salle d'attente. L'accès à des avis médicaux spécialisés, donc vous devez avoir la possibilité de recourir à des avis médicaux spécialisés, mais surtout, on doit retrouver dans les dossiers des patients les traçabilités de ces interventions. Les accès aux données médicales du patient, vous devez avoir la possibilité d'accéder au dossier intérieur du patient au sein de la structure, mais aussi à son dossier de Mon Espace Santé, où vous devez avoir au niveau des urgences des accès systématiques pour l'espace santé du patient que vous prenez en charge. Et enfin, la qualité de l'information délivrée aux patients, donc vous devez avoir des moyens d'évaluation de la satisfaction des patients de leur prise en charge en ce qui concerne l'information délivrée. Et vous avez aussi des obligations donc de faciliter la présence des proches au sein des structures. On a un réel changement de paradigme demandé par l'Haute Autorité de Santé, où aujourd'hui, le droit est à ce que le patient soit présent. À vous de refuser l'accès en fonction des situations médicales ou des besoins de vos services. Mais en tout cas, le droit tend vers une facilitation de l'entrée des proches dans vos services d'urgence. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation qui seront déclinées par les experts lors de la vie de certification. Donc, pas beaucoup d'évolution, on garde toujours le patient traceur, le parcours traceur, le traceur ciblé, l'audit système et les observations. Donc, le tableau là vous montre les différentes séquences qu'il peut y avoir, dont des rencontres avec des patients, des équipes, avec la gouvernance, et aussi des séquences d'observation qui seront déclinées dans le cadre de la réalisation des traceurs. Donc,
Des parcours traceurs, donc la différence essentielle, c'est que dans le cas de la réalisation des parcours traceurs lors de la visite, les experts rencontreront de façon inopinée des patients qui seront présents dans ces parcours. Des nouveaux traceurs ciblés qui concernent donc l'isolement, la contention, qui vous concernent moyennement, ou l'électroconvulsothérapie et les secteurs interventionnels. D'autres évolutions, c'est l'apparition d'un nouvel audit de système, donc c'est l'entretien avec l'encadrement médico-soignant, où seront abordés des sujets tels que la définition des politiques, le rôle du management et des ressources, la formation de vos encadrants au management. C'est important dans vos secteurs, étant donné que ce sont des questions qui touchent à la recherche de compétences de professionnels, et donc vous serez amené, vous, à expliquer vos façons de réaliser ce management des compétences. Et enfin, les séquences d'observation. Donc, les experts tiennent bien évidemment compte de votre contexte pour réaliser des observations dans le cadre donc, des traceurs. Malgré tout, c'est important dans mon secteur où, dans la précipitation, dans l'urgence ou en fonction des situations, on a tendance à ne pas appliquer au stricto sensu les protocoles, notamment d'hygiène. Pour entrer un petit peu plus dans les détails de ces différentes méthodes d'évaluation. Donc, le traceur ciblé. Donc, je rappelle, le traceur ciblé consiste à évaluer la façon dont est réalisé un processus sur le terrain, et c'est la méthodologie qui a été voulue par la haute autorité pour évaluer donc, le fonctionnement de votre SAMU et de vos SMUR. Donc, en pratique, comment ça se passe? Donc, il y aura des rencontres planifiées, organisées, avec les responsables médicaux et paramédicaux du SMUR et du SAMU, afin de présenter, que vous puissiez présenter donc vos organisations en place, l'ensemble de vos procédures, de vos plans de formation et des évaluations que vous réalisez. Bien évidemment, lors de cette rencontre, il faudra fournir ces éléments de preuve et donner les documents en lien avec ces questions. Il y aura un deuxième temps qui seront donc un deuxième temps dédié à la visite des locaux. Donc, les experts se rendront au centre de régulation des appels et aussi dans vos locaux SMUR pour pouvoir aller voir comment donc, vous réalisez donc, vos régulations. Donc, il y aura des rencontres donc, avec vos permanenciers. Mais il y aura aussi une visite du SMUR pour savoir comment vous gérez la pharmacie, comment vous stockez vos matériels et comment sont agencés vos véhicules SMUR. Le but, c'est bien évidemment d'assurer la confirmation des éléments qui vous seront demandés. Attention, les services d'accueil d'urgence rentrent dans le cadre d'évaluation de parcours, le SMUR aussi, de façon ponctuelle, et peuvent être le terrain d'autres évaluations. Et on pourra aller questionner, par exemple, vos équipages SMUR sur la réalisation des transfusions, les commandes de sang, comment sont gérées donc, les éventuelles transfusions, mais aussi comment sont approvisionnés les véhicules qui assurent le contrôle des péremptions. Donc, dans le cadre de ces traceurs ciblés, il peut y avoir aussi donc, des évaluations en ce qui concerne les urgences. Pardon. En ce qui concerne les parcours traceurs, donc le parcours traceur de séquence, une rencontre avec une équipe d'un parcours qui a été prédéfini et 2 heures de visite donc, sur le terrain, encore une fois, au contact des professionnels pour aller voir comment les professionnels travaillent. Donc, le SAMU et le SMUR font partie de ces parcours puisque les parcours sont déterminés en fonction des domaines d'activité des établissements et les patients qui rentrent dans vos structures peuvent passer par votre SAMU, par votre SMUR, être régulés et donc vous pouvez être audité dans le cadre de ces parcours traceurs. Les sujets abordés sont globaux, donc ils peuvent concerner des problématiques, des critères standards, donc le médicament, le risque infectieux, la contention et la façon dont vous gérez vos événements désirables associés aux soins. Et puis, ils reprennent l'ensemble des critères 2, 3, 3, qui concernent les urgences, donc les critères spécifiques, donc comment vous faites votre tri, comment vos personnels sont formés. Les points de vigilance sont essentiellement autour des urgences, où il est attendu la même chose que dans un service de soins, c'est-à-dire les mêmes règles d'identification des professionnels, du respect des droits des patients, du respect des règles d'hygiène, et donc vous cumulez à la fois les attendus d'un service d'urgence et les attendus d'un service standard. Autre point de vigilance, dans le cadre des parcours, c'est une nouveauté, je vous l'ai dit, les patients peuvent être questionnés de façon aléatoire lors du déplacement des experts et peuvent être amenés à s'exprimer sur la façon dont ils ont été reçus, la façon dont ils ont reçu les explications et orientés au sein de la structure concernant l'ensemble des informations en lien avec leur prise en charge. Et enfin, un dernier point de vigilance, l'organisation de la prise en charge pédiatrique.
Si vous n'avez pas d'urgence pédiatrique spécifique et que vos urgences pédiatriques sont mutualisées avec les urgences adultes, vous avez les obligations donc, de la prise en charge des enfants, avec notamment un secteur d'attente dédié et des locaux adaptés et essentiellement sécurisés. S'il te plaît, François, nous avons une question là. Tu as abordé les échelles de tri. Oui. Il y a une question sur la notion de validation de ces échelles de tri. Je te lis la question. Pouvons-nous utiliser une échelle propre à notre institution qui n'est pas validée? Est-ce que ce sera pris en compte ou est attendu des échelles validées? Alors, la haute autorité n'est pas précise sur les échelles de tri. Il faut que l'échelle de tri soit malgré tout reconnue par une instance scientifique. Elle peut s'inspirer d'une grille et être adaptée à la situation d'une structure, mais la base de construction de la grille doit être une grille reconnue par les autorités ou par les responsables scientifiques du secteur d'activité. Merci. Je vous l'ai dit, les observations seront déclinées dans le cadre de la réalisation des traceurs, que ce soit le traceur ciblé ou le parcours traceur. Ces observations, c'est l'expert qui se promène dans le service, qui va rencontrer vos professionnels, qui va rencontrer les professionnels de vos SMUR, qui va rencontrer vos professionnels des urgences et qui va s'assurer que les règles de précaution standard d'hygiène sont respectées, notamment en ce qui concerne l'hygiène des mains. Donc, je rappelle, hein, les ongles courts, pas de bijoux, pas de montre. La possibilité donc d'utiliser des solutions hydroalcooliques en permanence. Ils vont s'assurer qu'au niveau des urgences, il y a un respect de l'intimité et de la dignité. Bien évidemment, on tient compte de l'organisation et de vos services et de vos difficultés à avoir des patients dans une certaine promiscuité. Et il va s'assurer donc que les mineurs bénéficient d'un environnement adapté, c'est ce que je vous disais sur la salle d'attente des urgences, adapté et sécurisé. C'est-à-dire que nous devons avoir des prises en charge pédiatriques vraiment bien spécifiques et qui permettent de garantir la sécurité des enfants. Ces trois critères sont des critères dits impératifs où nous avons l'habitude, les experts ont l'habitude, lorsqu'il y a un écart, un seul écart, une seule montre, une seule bague, de mettre un nom et les conséquences seront donc importantes en termes d'impact parce qu'une cumulation de critères impératifs, notamment en termes de sécurité, peuvent entraîner la non-certification de votre établissement. Alors, bien sûr, nous avons une question là aussi sur la notion d'environnement adapté pour les mineurs. Donc, l'environnement adapté, il n'est pas demandé d'avoir des pièces spécifiques pour les enfants. Il est demandé d'avoir la possibilité de mettre des enfants dans une pièce isolée des autres patients en salle d'attente. Il est surtout demandé à ce que les enfants ne puissent pas se déplacer au milieu d'adultes et ne puissent pas éventuellement rentrer en contact avec du matériel ou sortir du bâtiment, puisque à partir du moment où ils sont en salle d'attente, ils restent sous notre responsabilité. Donc, il n'y a pas de règle pure. L'idée, c'est que vous prouviez aux experts que c'est une problématique dont vous avez conscience et dont vous avez tenté aussi, en fonction de vos moyens humains et financiers et architecturaux, de mettre en place des solutions parce que vous avez conscience de cette problématique, mais malgré tout, avec les contraintes que vous avez, vous ne pouvez pas faire tel que vous l'entendez. Merci. Il est attendu aussi à ce que vous ayez mis en place des formations, alors des formations en lien directement donc, avec l'activité du SAMU, dont je vous parlais en introduction de l'accueil, de l'écoute et de la bonne orientation des appelants. L'ensemble de vos professionnels qui sont amenés à réceptionner des appels, à recevoir des appels, doivent être formés. Il peut être toléré d'avoir une ou deux personnes en cours de formation ou en cours de qualification. Par contre, c'est une obligation donc, qui est en rouge, puisque c'est un critère impératif. Donc, vous devez avoir une bonne orientation de vos patients suite à une formation de vos professionnels. Et de même, les IAO et les MAO doivent être formés à cette mission. L'ensemble de vos professionnels. La difficulté repose sur des services où il n'y a pas de poste d'IOA et où vous avez donc des personnels qui sont amenés à prendre ce poste à tour de rôle. Et bien, si c'est le cas, vous devez avoir formé l'ensemble de vos professionnels
à cette activité-là. Cette formation doit être délivrée par un organisme reconnu. Vous ne pouvez pas faire ça en interne, juste entre vous. Et comme je vous le disais, les services d'accueil d'urgence sont amenés à être audités dans le cadre des parcours traceurs ou des traceurs ciblés. Et donc, vos professionnels, ainsi que vos médecins ou tout professionnel de ces services, doivent être formés à l'ensemble, à l'utilisation des logiciels, aux gestes d'urgence, bien évidemment, à l'éthique, à l'hygiène, à la sécurité informatique. Et là, on revient sur les attendus globaux du référentiel. Je vous l'ai dit aussi, il y aura un nouvel audit système, entretien, encadrement médical et paramédical. Donc, c'est une rencontre qui est planifiée donc, avec des représentants, des responsables de différents services, et l'expert va aller poser l'ensemble des questions que vous voyez à l'écran et savoir comment vous faites pour manager, vous, la qualité et la sécurité des soins au sein de votre service. Donc, il va vous demander comment vous déployez le plan d'action d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans votre secteur, comment vous déployez une culture de la qualité et de la sécurité, quel est le bilan des formations que vous avez mis en place, comment vous faites pour recevoir vos professionnels, les évaluer dans leurs compétences et mettre en place des actions de formation. Est-ce que vous avez une charte managériale? Est-ce que vos managers de services médicaux et paramédicaux sont formés à la rencontre, au pilotage et au management d'équipe? Et est-ce que vous êtes vous-même formé à la gestion et la prévention des faits de discrimination, de harcèlement ou de violence sexiste? On a voulu cette diapositive parce vous êtes, comme je vous le disais, des secteurs bien spécifiques où vous avez des personnels médicaux, paramédicaux qui travaillent au quotidien ensemble et où le pilotage doit se faire de façon collégiale au niveau médical et paramédical. Et donc, importance de cette activité-là. Quelques mots sur la satisfaction des usagers. Les services d'accueil d'urgence. Alors, la satisfaction des usagers, elle est difficile à évaluer, bien évidemment, en SAMU et en SMUR. On va s'attarder un petit peu sur l'activité des urgences. Vous devez avoir des éléments d'évaluation de la satisfaction de vos usagers. Par définition, les services d'urgence sont difficilement évaluables et dans les taux de retour que l'on peut avoir sur la satisfaction, les services d'urgence font partie des activités les plus faibles. De plus, vous n'avez pas de dispositif ISATIS aujourd'hui. ISATIS, c'est un questionnaire numérique géré par l'autorité de santé. Vous ne rentrez pas dans le dispositif ISATIS, même si actuellement, il y a donc ce questionnaire qui est en développement avec une expérimentation prévue au premier trimestre 2026 et prévue par la Haute Autorité de Santé. Donc, de ce fait, vous avez une obligation d'avoir des questionnaires internes à mettre en place. Alors, je sais que c'est difficile. Malgré tout, vous devez avoir des solutions, que ce soit par des flashcodes, que ce soit par des questionnaires papier ou des éléments quelconques d'évaluation, mais vous devez déployer des éléments d'évaluation de vos usagers dans les services d'urgence. Petit focus sur les indicateurs et les évaluations. Donc, il est demandé et attendu, comme tout un service, d'avoir des indicateurs et des éléments d'évaluation de pratique. Donc, pour synthétiser, vous n'avez pas d'IQSS spécifique indicateur qualité sécurité des soins en termes de reconnaissance haute autorité de santé. Vous avez quand même des choses à savoir, notamment sur des indicateurs qu'on appelle l'ICSHA, l'ABC, MCO. Donc, ce sont des indicateurs qui ne vous concernent pas directement, mais avec lesquels vous avez donc des liens par rapport à vos activités. Vous avez des indicateurs qui sont à développer donc par secteur. SAMU, SMUR, vous devez avoir des indicateurs sur les délais des décrochés, des délais de départ, des délais d'immobilisation de vos équipements, sur le taux d'écoute des bandes, sur la complétude des dossiers. Donc, en lien avec les attendus spécifiques du SAMU et du SMUR, vous devez suivre ces indicateurs, bien évidemment, en discuter entre vous et mettre en place des actions d'amélioration quand il y a une problématique. Au niveau des urgences, vous avez des indicateurs aussi à déployer, la prise en charge de la douleur, la signature de l'autorisation parentale de soins, la complétude des dossiers. On a mis des points de suspension parce que c'est vous, en fonction de vos activités et de vos spécificités, qui êtes à même de choisir vos indicateurs. Le tout, c'est que vous ayez des indicateurs pertinents et qui vous permettent de mener des actions d'amélioration.
Signalement des événements indésirables, donc vous faites partie d'une structure, donc vous avez une obligation, comme tout professionnel, de déclarer les événements indésirables via les plateformes qui sont propres à votre structure et de participer aux analyses lorsqu'il y a un événement qui vous concerne. Et enfin, les évaluations et les analyses de pratiques professionnelles, donc en développer un lien avec la pertinence des actions, des soins et des décisions. Est-ce que je fais est juste et comment je fais pour savoir si mes pratiques correspondent aux recommandations, aux dernières recommandations de bonnes pratiques. Et enfin, ce sont des pratiques, des évaluations à développer un lien avec d'autres secteurs, donc des secteurs notamment d'hospitalisation, et ce sont des analyses à faire, des éléments à monter, des évaluations à créer, en lien avec les secteurs notamment d'hospitalisation, que ce soit sur des soins critiques type REA ou que ce soit sur des soins d'hospitalisation conventionnels, médecine ou chirurgie. Un dernier point qui va rappeler un petit peu l'importance de vos secteurs d'activité et les nombreux attendus qu'il y a dessus. Les éco-soins, donc ça c'est une nouveauté. Il est attendu à ce que chaque service d'un établissement mette en place des actions en faveur de la planète et réfléchissent sur la façon dont ils pourraient être moins impactants. Donc, vous devez avoir mis en place une stratégie, donc des projets, des actions en faveur du développement durable, des éco-soins au quotidien, en lien ou non avec la pertinence de vos soins. Est-ce que je dois réaliser ce panel d'examens standards? Est-ce que je dois poser une perfusion systématiquement à chaque patient? Est-ce que je dois utiliser une tubulure, etc., etc. Comment je peux faire dans ma structure pour être le moins nocif pour la planète? Vous avez aussi des obligations en ce qui concerne la prise en charge de la douleur, donc des évaluations et des protocoles, des procédures qui vous soient spécifiques. La prise en charge bien traitante, on parle souvent des patients sur des brancards, sur le long terme, pendant des heures, on parle de BJML. L'idée, c'est qu'est-ce que je fais moi dans mon établissement ou dans ma structure, dans mon service, pour être le moins maltraitant possible. Le consentement au projet de soins et par derrière l'information du patient. Donc, vous devez aller chercher le consentement du patient à son projet de soins. La pertinence de l'antibiothérapie. Est-ce que je dois mettre tel ou tel antibiotique et est-ce que j'ai des personnes à mon sein pour pouvoir m'aider dans le choix de l'antibiothérapie que je vais mettre en place. La sécurité numérique, évidemment, beaucoup de critères dessus, que ce soit sur des exigences en termes de formation, mais aussi en termes de sécurité de vos logiciels et d'accessibilité à des dossiers sur d'autres structures. Les filières et le passage évitable des personnes âgées, globalement l'ensemble des parcours de soins, donc comment vous êtes organisé pour éviter les entrées via les urgences dans votre établissement et quelles sont les filières en place, mais Laurent en parlera un petit peu plus dans sa partie. La télésanté, est-ce que vous en avez, est-ce que vous n'en avez pas? Le but, bien évidemment, c'est d'éviter le transfert d'images via WhatsApp. Et les dispositifs médicaux numériques et l'intelligence artificielle. Donc, quels sont les outils innovants que vous pouvez avoir dans les services? Comment vous les déployez? Il y a beaucoup d'exigences envers l'intelligence artificielle. De plus en plus souvent, ces outils-là sont déployés notamment au niveau des SAMU. Et donc, comment vous le déployez? Et donc, il y a des règles à respecter. Vous le retrouverez dans le critère 3, 4, 5. Et j'en ai fini avec ma partie, Catherine. Merci François. Alors, tu as eu d'autres questions sur la formation. Vous avez vu que la formation est énormément mobilisée dans ce référentiel. Tu as évoqué que c'est des formations. Est-ce que seules les formations faites en externe par des organismes extérieurs reconnus seront pris en compte, ou est-ce que les formations de sensibilisation qui peuvent être réalisées en interne seront également pris en compte par les experts visiteurs, selon toi? Alors, ça dépend du sujet. La Ouais. haute autorité, quand elle parle de formation, aime bien que ce soit des choses qui soient construites avec un programme, avec donc une identification des personnes formées, et que ce soit quelque chose qui soit en lien avec des compétences reconnues. Ça peut être des compétences internes, si vous avez, type FGSU en interne, des personnes compétentes pour former vos personnels, ou des organismes externes.
Quand on parle de sensibilisation à la Haute Autorité de Santé, ça peut être des capsules vidéo, ça peut être des rencontres, ça peut être juste des choses qui soient faites en interne. Donc ça dépend de ce que l'on parle. Si l'on est quelque chose de structurant comme de l'écoute de bande ou comme l'IOA, à ce moment-là, il faut que ce soit des choses faites en lien avec des structures extérieures. Quand c'est de la sensibilisation sur de la sécurité numérique ou autre, ce sont des choses que l'on peut faire avec des compétences internes. Dans les deux exemples qui étaient demandés, spécifiques dans les questions, portaient en effet sur l'IAO, donc tu as répondu, sur tout ce qui est sexisme, harcèlement que l'on questionne dans l'audit médico-soignant. Ça peut être de la sensibilisation via capsule ou par des référents égalité homme-femme au sein des structures qui sont obligatoires aujourd'hui. Alors là, on déclenche des questions nouvelles sur le rôle du CESU. Alors, le Faut-il CESU n'est pas s'appuyer sur les CESU? On parle beaucoup de formation, mais pas beaucoup des CESU. Voilà. Sont-ils sollicités dans le cadre de cette certification? donc les CESU ne le sont pas dans cette partie-là, hein, puisqu'on est vraiment sur un domaine d'activité précis. Il est une partie dans le référentiel où l'établissement doit offrir un panel de formation, donc que ce soit des formations en interne avec des étudiants qu'il forme lui-même, ou que ce soit une offre de soins tournée vers l'extérieur. Donc, si vous êtes siège donc d'un CESU, vous avez la possibilité de faire valoriser ça, mais pas dans le cadre de ce domaine d'activité-là, mais plutôt sur le versus formation globale institutionnelle. Il y a une question nouvelle qui porte sur revenir sur les autorisations parentales aux urgences. Est-ce que tu peux nous préciser, revenir sur la signature attendue de ces autorisations parentales aux urgences pour tous les soins, pour quels soins? Alors, on va faire la différence entre deux catégories de soins, les actes dits usuels et les actes de soins avec conséquences plus lourdes. Les actes usuels, c'est une prise de sang, c'est une prise de tension, c'est de toucher un enfant. Donc, dans ces cas-là, la loi autorise la signature d'un des seuls parents. Si on passe sur des actes de soins non usuels, donc anesthésie, avec intubation ou pas, acte de chirurgie, à ce moment-là, il faut la signature des deux parents ou des parents ayant l'autorité parentale. Si un des deux parents, par exemple, est destitué de son autorité parentale, à ce moment-là, il n'y aura qu'un seul parent. Mais ça dépend de quelle catégorie d'actes l'on a et il faut différencier. Donc, les actes dits usuels des actes non usuels. Donc, même pour des actes usuels, comme tu viens de citer, il y a nécessité d'une signature d'autorisation parentale D'un parent, tout à fait. d'un parent. Donc, à inclure dans le dossier. Et à inclure et à retrouver dans le dossier de soins. Oui. Voilà. Alors, il y a une autre question qui portait, lorsque tu as évoqué les enquêtes de satisfaction, tu as évoqué que au SAMU, c'était peut-être compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui pourrais y répondre ou plus tard Laurent. Peut-être. Au niveau, parce que j'ai vu qu'il y a dans la bibliographie, il y a des articles d'enquête au SAMU publiés par le Lot-et-Garonne, par les enquêtes, par les équipes du Lot-et-Garonne et Laurent est en auteur. Donc, je ne sais pas si Laurent, tu nous entends? Alors, je vous entends très bien. Alors, en fait, la problématique des enquêtes faites au niveau du SAMU, c'est il faut prévenir les patients lorsqu'on régule que on sera probablement amené à les rappeler dans le cadre justement d'études que nous souhaiterions faire. Et il faut logiquement qu'on ait leur avis systématiquement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est simple au niveau du SAMU. Voilà. Mhm. Mais il y a des exemples donc de Alors, réalisation d'enquêtes à alors distance. Voilà. et effectivement, on l'a fait. On l'a fait au moment où on a mis la régulation de l'accès aux urgences, où systématiquement on prévenait qu'on rappellerait à court terme et à moyen terme, Pour avoir un retour sur leur prise en charge. pour avoir, voilà, voir à peu près si les réponses qu'ils ont eues les satisfaisaient et si à la fin elles correspondaient à la prise en charge qu'ils espéraient.
Et justement, sur le cadre de la régulation de l'accès aux urgences, c'était assez intéressant parce qu'on voyait l'effet à court terme et à moyen terme. À court terme, on avait un retour des gens qui étaient en gros, 65% de satisfaits, sachant que, je rappelle, hein, cette régulation de l'accès aux urgences se faisait à l'entrée des urgences. Donc, une fois que la personne est arrivée aux urgences, lui dire, ben, on va vous proposer d'aller ailleurs. On peut imaginer que les gens ne soient pas très satisfaits. Mais quand on leur redemandait un avis à moyen terme, le niveau de satisfaction augmentait réellement parce que finalement, la prise en charge qu'ils avaient eue leur semblait totalement adaptée. Donc, ouais. Mais ça a un véritable intérêt, hein, dès le moment où on met de nouvelles organisations, de pouvoir s'appuyer sur des données provenant des patients pour voir si on apporte une réponse qui paraît adaptée ou pas. C'est notre job, hein. Mhm. D'accord. Je prends une dernière question encore sur l'autorisation parentale et après, Laurent, tu pourras nous présenter aussi ton positionnement par rapport à différents points que l'on a abordés en termes de gouvernance ou de coordination. Toujours de nouveau sur l'autorisation parentale aux urgences dans le cadre d'enfants qui viennent d'IME, avec des éducateurs spécialisés, donc ils ne sont pas accompagnés par les parents. Comment ça se passe, ça? Est-ce que vous avez cette expérience, François? Alors, tout ce qui concerne les enfants est compliqué. Mm. Qui peut le plus, peut le moins. Malgré tout, il faut réaliser les soins. Bien évidemment, un enfant qui est en institution, qui est amené par un éducateur spécialisé, doit recevoir des soins. Donc, l'autorisation de soins, qu'elle soit faite ou en direct ou en différé, doit être réalisée, bien évidemment. Moi, j'attache aussi de l'importance à qui amène qui. C'est un élément que les services d'urgence ne vont pas forcément aller chercher. Pour moi, il est important de savoir quel éducateur, quel adulte accompagne tel enfant. Euh, Aujourd'hui, avec les problématiques que l'on peut voir dans notre société, nous devons savoir quel éducateur. Et donc, si on doit avoir une autorisation de soins, il faut qu'il y ait aussi une identification via la prise de la carte d'identité, par exemple, de l'accompagnant, pour que, bien évidemment, on ne se retrouve pas avec un enfant qui ne soit pas sous la responsabilité de la personne qui l'accompagne. Merci. Alors, comme je disais, François, après François, donc on a souhaité que Laurent participe à ce webinaire pour un petit peu te permettre d'apporter ta vision sur cette certification avec différents aspects de gouvernance et de coordination et d'évaluation et de rappeler aussi les ressources que peuvent apporter l'Observatoire régional des urgences Nouvelle-Aquitaine. Je te laisse la parole, Laurent. Merci. Juste, Catherine, je voulais rajouter un point, et François en a un petit peu parlé, sur ces autorisations parentales. On est aujourd'hui sur des dossiers dématérialisés et on arrive avec du papier. Il faut qu'on soit capable de retrouver ces documents. Ce qu'a dit François est important. Au moment où ils viennent pour la certification, ils vont nous demander les documents. Donc, ces notions d'archivage aujourd'hui, elles sont complexes au niveau de nos services. Il a parlé tout à l'heure du SMUR, c'est pareil, il y a une notion d'archivage et c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en ligne de mire. Donc, effectivement, moi, François a balayé en gros un petit peu tout ce que demande la nouvelle certification. Donc, diapo suivante. Pour pouvoir y arriver, il faut une gouvernance au niveau de nos services. Ça paraît fondamental, dans laquelle on a ce fameux projet de service qui s'appuie aussi bien sur les organisations que sur l'évolution de notre environnement et, comme l'a dit François, également sur les formations. Et là, on parle vraiment de planification. Alors, sur les organisations, on voit qu'il y a des choses qui évoluent toujours au niveau national, avec de nouveaux référentiels qui arrivent. La même chose pour l'environnement. Mais il y a un moment où, au niveau de nos services, il faut que les choses elles soient bien formalisées avec des objectifs qui sont clairs. Au-delà des objectifs, de montrer que ça s'appuie sur des référentiels qui existent au niveau régional ou national pour pouvoir vraiment étayer ce qu'on met en place.
Et ce point sur la formation, il touche, j'ai envie de dire, toutes les professions au sein de nos services, que ce soit l'aide-soignant, l'infirmier, l'IPA, l'interne, l'assistant de régulation médicale, vraiment toutes les personnes qui gravitent autour de nos structures d'urgence. Alors ça, un peu de tarte à la crème, mais c'est vrai que le rôle de chacun, il doit bien être identifié. Et aujourd'hui, je trouve que c'est important parce qu'on a vu, François également en a un petit peu parlé, aujourd'hui, on est de plus en plus contraint. Donc, on a des risques de glissement de tâches. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rappeler et bien identifier dans quel cadre on peut faire certaines missions. Il ne faut pas se tromper. On a, par exemple, les protocoles de prescription de radio par les infirmiers. Là, ça rentre dans un cadre réglementaire. Il faut que les choses elles répondent à ce cadre réglementaire. Et donc, une fois de plus, beaucoup de formalisation. L'accompagnement personnalisé, c'est une chose qu'on connaît bien au niveau paramédical, moins au niveau médical, mais pareil, c'est la vie d'un service. Aujourd'hui, il faut faire attention à chaque professionnel au sein de son service. Il faut savoir l'accompagner, l'entendre, voir comment on va pouvoir organiser sa participation au sein du service. Donc, il y a de nouvelles choses à mettre en place au sein de nos services pour justement accompagner et nos équipes et rentrer dans une plus-value proposée par la certification. Et puis, moi, un point que je trouve toujours important, hein, c'est de vérifier qu'on a une véritable adéquation entre la charge de travail que nous avons et nos RH. Là, c'est pareil. On a des référentiels nationaux, mais pour cela, il faut également des indicateurs et des indicateurs performants, parce qu'on se doute bien, on ne va pas s'arrêter au nombre de passages aux urgences ou au nombre d'appels au niveau de nos régulations. Il faut savoir ce qu'il y a derrière ces appels et ces passages aux urgences pour essayer d'en comprendre la charge de travail et vérifier qu'on a véritablement une adéquation de nos ressources. Donc, au niveau de la gouvernance, il y a quand même un gros travail à faire et un suivi des évolutions proposées par nos différentes sociétés servantes et la réglementation qui me paraît primordiale. Diapo suivante. Donc là, c'est en gros ce qu'a dit François, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, la traçabilité et attention, on se retrouve parfois dans nos services d'urgence avec une traçabilité qui est double au niveau de nos systèmes d'information, mais également avec du papier. Donc, il y a des véritables problèmes d'archivage. Ça concerne les urgences, ça concerne le SMUR. Donc, l'archivage est quelque chose qu'il faut maîtriser au niveau de ces structures. Sur tout ce qui a été dit tout à l'heure, écoute aléatoire, prise de dossier aléatoire, suivi des événements indésirables, les CREX, les RMM, j'ai envie de dire aujourd'hui, ça doit faire partie de notre quotidien. Ça demande quand même un certain formalisme parce qu'on va nous demander exactement ce que nous avons fait au niveau de nos services, quels sont les enseignements que nous avons tirés de l'ensemble de ces analyses, quels sont les plans d'action qui ont été mis en place à ce niveau-là, et ce qu'on a dit tout à l'heure, quelles sont les formations qui ont été instituées au niveau de nos services, et un petit point sur le niveau des arrivants, parce que c'est quelque chose auquel on doit faire vraiment attention aujourd'hui, pour montrer qu'on essaie d'intégrer les nouveaux de la meilleure façon possible au sein de nos services pour qu'ils puissent œuvrer en toute sécurité dès le départ. Diapo suivante. Alors, la coordination. Alors, moi, c'est le point, on parle parcours patient aujourd'hui, et sur nos services, ben, ce qu'il faut, c'est vraiment voir comment on diffuse l'information concernant la prise en charge du patient de la façon la plus solide possible. Donc, quelle est l'interface entre le SAMU, le SMUR, les transporteurs sanitaires et nos structures d'urgence? Est-ce qu'on a bien préparé l'accueil du patient au niveau du service des urgences, mais également au niveau des plateaux techniques ou des fois dans des services tels que la réanimation? Quelles sont les organisations que nous proposons au niveau de nos régulations? Donc là, ce que j'évoquais tout à l'heure, la régulation de l'accès aux urgences, comment c'est fait?
quelles sont les solutions qui sont apportées aux patients? Est-ce qu'il y a toujours une solution qui est apportée aux patients? Est-ce qu'on l'a tracée? Est-ce qu'on peut le prouver? Idem pour la réorientation, et j'insiste sur ces deux points, hein, parce que faire de l'évaluation, dire on l'a renvoyé vers, à chaque fois on va nous dire est-ce que vous avez eu un suivi de ces réorientations et l'efficience de ces réorientations pour prouver que dans nos organisations, on a vraiment un suivi de nos prises en charge. Et ce qui a été dit tout à l'heure, essayer de faire de l'évaluation sur ces sujets pour voir si les patients ont bien appréhendé le nouveau dispositif et le niveau de satisfaction par rapport à ce dispositif. Alors là, le point sur lequel j'ai insisté, c'est celui sur les filières. Alors pourquoi les filières? Tout à l'heure, on a parlé de gériatrie. Alors, ce n'est pas un terme que j'aime trop parce que pour moi, ce n'est pas une filière, la gériatrie, c'est les plus de 75 ans. Et ça dépasse et de loin la gériatrie parce que pour moi, ça touche tous les spécialistes. Ce qui n'empêche que ces filières, aujourd'hui, elles manquent de formalisation. Diapo suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une filière d'urgence interétablissement et pourquoi ça? Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a dit également tout à l'heure, on va vers une raréfaction de nos plateaux techniques. Mais au-delà de la raréfaction de ces plateaux techniques, aujourd'hui, on se retrouve devant parfois des difficultés d'accès à ces plateaux techniques pour des problèmes de rupture de filière liés soit à des problèmes matériels, soit à des problèmes de ressources humaines, soit à des problèmes de logistique. Ce qui veut dire quoi? C'est que si on veut être bon dans la prise en charge de nos patients, si on n'a pas formalisé à la fois le mode normal et le mode dégradé de nos prises en charge, on va se retrouver lors de la prise en charge des patients à des pertes de temps pas possibles pour arriver à trouver des solutions appropriées et probablement un manque de sécurité dans la prise en charge de nos patients parce qu'on ne pourra pas s'appuyer sur des informations fiables qui relèvent soit des protocoles, soit des procédures, soit la disponibilité de ces plateaux techniques. Donc, il faut formaliser pour bien limiter cette perte de chance, anticiper les besoins que nous pouvons avoir au niveau de nos territoires, et puis, une fois de plus, adapter les formations à ces prises en charge. Diapo suivante. Donc, pour faire ça, il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau de la Fédération des observatoires régionaux des urgences, qui a proposé un guide méthodologique sur les filières que vous pouvez télécharger au niveau du site de la FEDERU et qui reprend point par point sur l'organisation de ces dites filières. Pour pouvoir parler de filières d'urgence interétablissement, c'est toujours pareil. Ce qu'il faut, c'est un point d'accès identifié. Donc, ça peut être un service d'urgence ou un point d'accueil spécifique pour une spécialité. Il faut de la permanence des soins, un plateau technique et une unité permettant d'hospitaliser le patient. Ça, c'est sur la partie établissement, mais, et on en parlera après, vous pouvez également avoir la nécessité de catégoriser les patients pour savoir vers quel type d'établissement vous allez pouvoir les orienter. Donc, la première chose qu'il faut bien comprendre dans nos filières interétablissements, c'est qu'à un moment, on voit qu'on a un patient qui relève d'une spécialité qui doit être gradué au niveau de nos territoires ou de la région et qui va nécessiter une orientation en fonction du niveau de gravité du patient. Diapo suivante. Alors, ce qu'on a proposé de faire pour pouvoir avancer sur ce sujet, c'est d'identifier au niveau de chaque territoire de santé quelles sont les filières qui, pour lui, sont des filières à travailler au niveau territorial, au niveau supraterritorial, au niveau régional, voire au niveau national. Et une fois que ces filières ont été identifiées établissement par établissement, se dire quelles sont les priorités au niveau de chaque territoire de santé dans la formalisation de celles-ci. Au niveau régional, c'est un travail qu'on veut porter avec l'Observatoire des urgences et les différentes spécialités de recours, voir justement comment on va pouvoir accompagner la formalisation de ces filières, et j'en reparlerai tout à l'heure.
Donc là, sur ces filières-là, l'échelon territorial, nous, on le voit au niveau des réseaux territoriaux des urgences, mais je le redis, avec une véritable formalisation de celle-ci. Et la diapo suivante, on va vous montrer un petit peu comment on procède à cette formalisation. Alors, pour ce faire, il faut un moment un petit peu de formalisme là aussi. Ce qu'on voit, c'est que au niveau d'un territoire, chaque filière doit être organisée par des spécialistes porteurs de la filière, les urgentistes et autour de la table, les différents partenaires qui vont intervenir à un moment dans la prise en charge de ces patients. Donc, ce qui est proposé, c'est un modèle unique pour toutes les filières, pour que la description des filières soit toujours la même et que finalement, quel que soit le médecin, dans le cheminement de la prise en charge des patients, eh bien, on puisse partager des outils qui vont nous transmettre une information selon toujours le même modèle, ce qui nous permettra de gagner énormément de temps à l'avenir. Diapo suivante. Alors, il y a plusieurs niveaux. Donc, on a vu quels sont les interlocuteurs nécessaires pour construire cette filière. Après, on a différents niveaux dans la construction de la filière. Il y a toute cette partie structuration où on identifie bien quels sont les besoins, comment, avec les moyens que nous avons au niveau de nos territoires, on est en capacité de s'organiser, quels sont les critères qui vont faire que tel patient va aller vers tel établissement ou vers tel autre établissement, et on formalise de façon partagée une organisation de la prise en charge au sein de nos territoires, incluant tous les établissements qui peuvent être amenés à un moment à prendre en charge le patient. Ensuite, il y a le déploiement de cette filière avec les acteurs du terrain, sa mise en œuvre et l'évaluation. Diapo suivante. Donc voilà, là c'est le schéma. Je catégorise les établissements en fonction de leur niveau d'expertise dans la filière. En gros, on va prendre l'exemple de l'AVC. Je suis un établissement de proximité, je peux faire du télé-AVC. J'ai une UNV, je suis un établissement de recours. Je peux faire de la thrombectomie, je suis un établissement expert. Donc là, on a bien nos différentes catégories d'établissements. En parallèle, je mets quels sont les patients éligibles dès le départ à un établissement de recours ou un établissement expert. Et puis les autres sont orientés vers l'établissement de proximité, qui peut très bien être expert, mais avant tout, ce qu'on prendra dans ce cadre-là, c'est sa valence proximité. Diapo suivante. Voilà. Je vois que les diapos ont du mal à passer. Voilà. Donc là, et ça, c'est le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien le monde où nos filières marchent très bien, mais ce qui nous paraît indispensable aujourd'hui, c'est d'évoquer les modes dégradés dès la formalisation des filières. Je prends l'exemple de l'hémorragie digestive. Il y a un moment où, quand vous êtes sur votre territoire, tout le monde vous répond « je ne peux pas prendre en charge le patient et débrouillez-vous avec les autres territoires », ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut que les spécialistes, entre eux, essayent de trouver des systèmes où, dès le moment où ils ne sont plus en capacité de prendre en charge un patient, ils ont une solution à proposer à l'ensemble des intervenants auprès des patients. L'objectif, une fois de plus, c'est de formaliser cette filière. Et donc, une fois que les relations ont été faites au niveau entre spécialistes, de pouvoir l'écrire sur un document en se disant, voilà ce qui a été dit, c'est que dès le moment où ce service, pour telle raison ou telle raison, ne peut plus prendre en charge tel patient, on va pouvoir se rapprocher de tel service ou tel service. Ce qui va être important pour que ce dispositif fonctionne bien, c'est de formaliser ces ruptures de filière pour qu'il y ait un véritable partage d'informations et que les services qui
qui vont devoir, dans le cadre du mode dégradé, prendre en charge des patients auxquels, logiquement, ils ne répondent pas, et au moins ce niveau d'information en se disant « Ah oui, effectivement, demain, je risque de devoir prendre des patients qui, normalement, ne devraient pas m'être adressés. » Diapo suivante. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a catégorisé les patients, se pose également le problème de la catégorisation des patients pour savoir vers quel type d'établissement ils doivent être orientés. On n'arrive pas à passer les diapos, je vois. Voilà. Là, je prends l'exemple du traumatisé grave. Tout patient traumatisé grave ne doit pas être obligatoirement allé vers un centre expert. Donc, il y a déjà eu des organisations qui ont été proposées et c'est souvent le rôle des régulations, mais ça peut être également le rôle d'un service d'urgence qui a accueilli un patient qui est arrivé spontanément. C'est de voir au niveau de notre schéma régional ou territorial vers quelle orientation doit être proposer l'avenir de notre patient. Et donc, une fois de plus, si les choses sont formalisées, elles vont être beaucoup plus simples pour les professionnels. Et ça, dans le cadre de la certification, une fois de plus, prouver qu'on a pu organiser l'ensemble des parcours patients et être en capacité de l'évaluer, autant vous dire que c'est une plus-value non négligeable. Diapo suivante. Donc ça, c'est le type de logigramme dans lequel il est écrit ce que doit faire le spécialiste et l'urgentiste, sachant que, et ça on le dit, c'est très important, dans l'organisation des parcours de soins, quand vous avez des établissements qui sont porteurs de la PDSES, le rôle d'un établissement porteur de la PDSES, ce n'est pas juste de dire oui et non. Quand il peut prendre en charge le patient, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il dit non, il doit accompagner le professionnel qui est auprès du patient pour pouvoir l'aider à trouver la meilleure orientation possible. Si ce travail a déjà été fait dans le cadre de la formalisation des modes dégradés, tout va baigner. Mais autrement, et pour l'avoir fait sur pas mal de RMM au niveau de la région, ce qu'on voit, c'est qu'on se retrouve avec des patients refusés par l'établissement de recours du territoire, avec le spécialiste qui dit essaye avec les autres. Il essaye avec les autres qui refusent parce que ce n'est pas son territoire et qu'il ne comprend pas pourquoi le territoire a refusé le patient. Il va faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, jusqu'à ce que le patient reste aux urgences. Et là où, logiquement, il aurait dû avoir un avis spécialisé, il n'en a pas. Donc, la formalisation du rôle de chacun est indispensable dans le cadre de notre filière. Et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. La traçabilité est indispensable pour savoir quel était l'avis du spécialiste. Et les supports informatiques pour suivre ces avis sont également indispensables à mettre à disposition des professionnels pour que celui-ci puisse intégrer nos dossiers patients. On va aller vite sur le reste. Donc, diapo suivante. Je voulais quand même dire un point. Parmi ceux qui vont être facilitateurs pour organiser c'était la diapo d'avant, pour organiser la formalisation des filières, ce sont vraiment ces équipes territoriales de gestion des lits qui ont été mises en place au niveau de la plupart de nos territoires. On a des personnes qui nous accompagnent, qui font vraiment une évaluation au plus près du terrain, vont voir les professionnels, essayent d'évaluer les besoins et font des propositions partagées. Et demain, une fois que ceux-ci seront validés au sein des réseaux des urgences, des expérimentations seront mises en place pour pouvoir les analyser et à travers les FEI et le retour qu'on aura, voir comment on peut les améliorer. Diapo suivante. Bon, sur l'évaluation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est indispensable dans tous les travaux qu'on mène. On l'a dit tout à l'heure, SAMU, SMUR, urgence, au niveau de nos filières. Ce travail est maintenant, je pense, compris de tous. Alors, le dernier point que je voulais évoquer, c'est tout ce qui est mis à disposition par l'Observatoire régional des urgences. Donc, aujourd'hui, vous avez un nombre d'outils à votre disposition que vous pouvez retrouver à travers le registre opérationnel des ressources, donc le ROR de Nouvelle-Aquitaine, pour lequel, normalement, vous avez tous un accès. Parmi ces outils, diapo suivante, j'en ai sorti que quelques-uns. Vous avez des outils
pour essayer de superviser en temps réel ce qui se passe dans les structures d'urgence. Donc là, c'est proposé sur Bordeaux Métropole. Ces outils dépendent une fois de plus des dispositifs mis en place au niveau de chaque établissement, parce que nous ne travaillons qu'à partir des données remontant des établissements. C'est aux établissements d'arriver à nous remonter la donnée la plus pertinente possible pour que la rétro-information auprès de tous soit pertinente. Et l'Observatoire des urgences accompagne sur le sujet, bien sûr, pour améliorer la qualité de cette donnée. Point suivant. Donc là, c'est sur l'outil de veille. Alors ça, ça nous paraît fondamental, hein. L'outil de veille, c'est ce qui vous permet de savoir ce qui se passe au niveau de votre établissement de santé, ce qui se passe au niveau des urgences, ce qui se passe au niveau du SMUR. Pourquoi c'est indispensable? Parce qu'une analyse d'activité ne peut se faire sans comprendre ce qui se passe au niveau du territoire. Il est, à notre sens, aujourd'hui impossible, et on l'a vu, hein, je vais vous donner des exemples. Cet été, sur mon territoire, on va dire, il va y avoir eu une baisse du nombre de passages aux urgences. C'est vrai, il y a une baisse du nombre de passages aux urgences parce qu'il y a eu des fermetures de services d'urgence pendant cet été et que du coup, on a mis de la régulation de l'accès aux structures d'urgence en journée, ce que nous ne faisons pas d'habitude. Si à un moment, vous n'avez pas d'outils qui vous permettent de suivre en temps réel et lors de vos analyses ce qui s'est vraiment passé sur votre établissement et votre territoire, dans la pertinence de votre analyse, vous aurez des difficultés. Donc, aujourd'hui, il est indispensable que tout le monde s'approprie les mêmes outils, qu'on parle tous la même langue et trace au mieux tous les dysfonctionnements qu'il rencontre au niveau de son service. Ça lui permettra de mieux évaluer ses organisations et les problématiques qu'il rencontre au niveau du territoire. Diapo suivante. Là, ce sont tous les tableaux de restitution des RPU. Je vous laisse aller sur l'Aurore pour les trouver. Et une fois de plus, l'ORU Nouvelle-Aquitaine est prêt à vous accompagner sur le sujet. Diapo suivante. Parmi ces tableaux, vous avez tout ce qui concerne, par exemple, les durées moyennes de séjour en fonction de votre classe d'âge, en fonction de votre sexe, en fonction du niveau de CCMU, en fonction de hospitalisation ou domicile. Et vous pouvez faire des suivis sur des périodes données. Vous pouvez même vous projeter dans « je modifie mon organisation et je regarde ce que ça génère via mes RPU » et vous avez l'information quasi en temps réel parce que les remontées de données, elles sont de la veille. Diapo suivante. Sur le parcours et le retour des usagers, moi, ce que je vois, alors on peut accompagner sur des enquêtes, hein, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'enquêtes qui sont vraiment portées au niveau régional sur la satisfaction des usagers. C'est quelque chose qui est à l'échelle des établissements. Mais nous, dans le parcours, ce qu'on évoque, c'est que ce qu'on veut faire, c'est vraiment des analyses en chaînant les données du SAMU, des SMUR et des urgences, en supervisant les filières. Et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'ailleurs François en a parlé à un moment, hein, ces tensions en établissement de santé, ça a un impact sur la prise en charge de nos patients, ces demandes de temporisation au niveau des urgences. Pareil, ça a un impact au niveau de la prise en charge des patients. Il faut savoir le noter, parce que le fait de le noter, ça nous permet une fois plus d'essayer de mettre en face des plans d'action pour améliorer les choses. Si on ne le trace pas, on continuera à bidouiller et franchement, sur les plans d'action qu'on mettra en charge, on aura du mal à les évaluer. Diapo suivante, je crois que c'est la dernière. Voilà, donc juste pour vous dire, une fois de plus, l'ORU est prêt à aider. On met à disposition un grand nombre d'informations. On peut faire à façon s'il le faut pour certains établissements. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous accompagne sur certaines démarches. Bon, je te remercie de nous avoir permis de prolonger ce webinaire au-delà d'une lecture du référentiel par son positionnement au niveau régional et de rappeler en effet le rôle que ces structures ressources, aussi bien l'ORU que d'autres, peuvent apporter aux équipes dans leur démarche qualité et gestion des risques. Je vous remercie de votre participation et puis nous vous retrouvons prochainement
avec l'ORU, certainement. Et au niveau du CK, notre prochain webinaire de décryptage sera le 17 octobre avec l'Omédite, donc en lien avec le médicament. Je vous remercie chaleureusement de vos participations et vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.